Mesdames, Messieurs, comme personne ne s'est concerté avant cette conférence, il se trouve que certaines choses que je vais dire ont déjà été traitées avec beaucoup de profondeur par Ariane juste avant moi. Donc, il se pourrait, ceci est à l'attention des traductrices, que je dévie un tout petit peu de mon texte. Je vous prie de m'en excuser. On m'a demandé de parler de la corruption médiatique. La corruption médiatique, c'est un vaste sujet. Et pour une partie, c'est un pléonasme. Si nous définissons les médias comme des intermédiaires entre le réel et la connaissance que nous avons du réel, il est légitime de dire que la corruption est inhérente au processus d'information et qu'il n'y a pas d'information médiatique non corrompue. Je n'arrive pas... De même qu'aucun mode de reproduction n'est en mesure de transmettre un signal sonore sans distorsion. L'exposé qui suit s'appuie sur une observation continue de l'information médiatique depuis le début de la crise du Covid, et même avant d'ailleurs, crise que nous avons chroniquée de semaine en semaine dans notre publication, notre magazine L'Antipresse. Donc, mes références, mes sources sont contenues dans le texte, mais elles sont aussi consignées dans l'Antipresse. Donc, pour une version publiée, il faudra peut-être introduire ces références. Je rappelle pour commencer une évidence. Le travail des organes d'information globalement appelés médias consiste à produire des récits. Quelqu'un a vu ou compris quelque chose et l'a transmis dans les limites de ses capacités. Intelligence, savoir, culture, maîtrise de l'expression et sous le contrôle de ses vertus. Probité, impartialité, sang-froid, honnêteté intellectuelle. Tant que ce cadre est déclaré, qu'il existe, nous pouvons parler des distorsions naturelles de la réalité au fil de la transmission. Mais quand ces distorsions deviennent délibérées ou massives, il est possible de parler de corruption. Par exemple, lorsque les médias s'efforcent de faire passer leur récit humain pour un reflet objectif de la réalité, où tout le parti pris humain est occulté. Ceci n'est évidemment qu'un cadre théorique pour notre réflexion. Le sujet de cet exposé, c'est la corruption médiatique, en particulier lors de la dérive totalitaire du Covid depuis mars 2020. Ce concept de corruption médiatique est ambigu et son intérêt réside justement dans son ambiguïté. Tout d'abord, cette épithète médiatique peut être comprise de deux manières. C'est la corruption des médias ou la corruption par les médias. Ensuite, et donc il s'agit de deux réalités différentes, même si elles sont imbriquées. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la corruption? Le dictionnaire classique de la langue française, mais je pense que les dictionnaires des autres langues sont assez d'accord sur ce sujet, nous propose plusieurs définitions, au moins 4 définitions de ce terme de corruption qui peuvent être utilisées dans ce cadre. Premièrement, c'est la rupture d'un ensemble, une altération en général. Deuxièmement, c'est une décomposition putride, organique. Troisièmement, c'est de la dépravation, dans le sens de corruption des mœurs. Et quatrièmement, c'est un moyen, je cite, qu'on emploie pour gagner quelqu'un et le déterminer à agir contre son devoir et contre la justice. Ceci au sens actif. Et au sens passif, c'est l'état de celui qui a fait l'objet d'une tentative de corruption et qui donc est corrompu. Cette dernière définition est celle qui vient le plus facilement à l'esprit sous la forme passive. Dans la tête de beaucoup de gens, corruption médiatique veut dire les médias sont corrompus. Partons de cette acception, pour ainsi dire, machinale. Les altermédias, les médias dits de réinformation, consacrent beaucoup d'efforts à démontrer que les médias sont déterminés à agir contre leurs devoirs et la justice,
par des séductions ou des chantages de nature matérielle. Ce peut être du soudoiement ouvert et direct, comme dans le cas qui nous occupe, le subventionnement massif par la fondation Bill et Melinda Gates de médias grands ou petits. En novembre 2021, l'examen du seul mécénat médiatique de la fondation Gates aboutissait à une somme de 319 millions de dollars répartis en 30 000 donations individuelles dans le monde. C'est sans aucun doute une des raisons pour lesquelles le fondateur milliardaire donc de Microsoft, par ailleurs hygiéniste obsédé et dénataliste maniaque, bénéficiait d'une sorte, je cite, de blanc-seing dans les médias de masse, comme l'écrivaient les auteurs de cette étude. Il n'est pas exagéré de dire que certains médias bien connus, chez nous comme ailleurs, n'existeraient plus aujourd'hui si les aides de Bill Gates, s'articulant parfois de manière coordonnée à celle des États, n'étaient pas venus les sauver in extremis de la révolution de l'Internet et de la désaffection du public. Cet aspect de la corruption médiatique est certes capital, mais au fond assez banal. La corruption de la presse est un thème jubilatoire de la comédie humaine de Balzac. Au début du XXe siècle, l'écrivain socialiste américain Upton Sinclair publiait sous le titre de The Brass Check une étude féroce du journalisme américain qui apparaît comme une prostituée entretenue par le grand capital. La solution qu'il propose est désarmante de candeur, restituer l'outil aux travailleurs de la main et du cerveau, et curieusement, on retrouve ces mêmes propositions naïves dans l'idéalisme alter-médiatique de nos jours. Une forme de corruption plus indirecte dans ce contexte, plus diluée aussi, tient dans la dépendance publicitaire. Quiconque a travaillé dans la presse sait que les grands annonceurs ont parfois leur mot à dire dans les penchants des rédactions. Ce mot, d'ailleurs, ils n'ont même pas à le dire ou à le formuler. Les rédacteurs, par un entraînement de longue date à l'obséquiosité et à l'autocensure, l'ont spontanément intégré dans leur manière de penser. Une rédaction n'est pas une caserne, aucun ordre n'y est crié. Et pourtant, tout le monde, comme par enchantement, regarde dans la même direction, au même moment, et pousse les mêmes cris d'enthousiasme ou d'horreur. C'en est même comique. Une des raisons majeures de la déchéance de la presse écrite, en particulier au cours de ces 20 dernières années, tient dans son accoutumance massive à la manne publicitaire, au détriment d'un financement plus souverain au travers des lecteurs et des abonnés. Lorsque les groupes de presse eux-mêmes ont dévié le flux publicitaire vers les nouvelles plateformes en ligne sur Internet, créant une concurrence mortifère à l'intérieur même de leurs empires médiatiques, et une grande partie des titres traditionnels, ceux qui portaient encore la légitimité de la marque, du journalisme vrai, à défaut d'être rentables, sont devenus des morts-vivants. Et des morts-vivants capables de n'importe quelle contorsion pour quelques mois de rallonge sur les charges ou les salaires. Que les médias soient corrompus, c'est un lieu commun. Dans le cadre de la dérive totalitaire de ces dernières années, c'est le fonctionnement de l'autre corruption médiatique qui nous intéresse. Non plus la corruption passive, les médias sont corrompus par quelqu'un, mais la corruption active, les médias corrupteurs. Ici, les trois autres acceptions du terme de corruption éclairent à chaque fois le phénomène d'une lumière nouvelle et complémentaire, et je me permettrai, pour commencer, par vous décrire un exemple concret. Je sais ici que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit chez vous au Portugal, les exemples que je vais donner vont certainement, chez vous, éveiller des résonances, des similitudes, parce qu'on a eu à peu près la même situation partout. Mais je vous donne un cas particulier qui est celui de la Suisse où je vis. C'est un cas dont je suis familier, que je connais parce que je connais le personnel. Je connais les gens qui ont exercé cette corruption ou qui en ont été les victimes. Donc, il est plus révélateur, à mon avis, d'étudier la dérive d'un système dont vous connaissez les rouages intimement, concrètement, que celle d'un système dont vous n'avez qu'une connaissance médiatisée. La relative clémence des mesures de confinement dont nous avons bénéficié en Suisse par rapport à la démence de certaines décisions dans les pays voisins
ne doit pas nous faire oublier que le narratif médiatico-sanitaire de la crise était aussi rigoureusement contrôlé et aussi délirant que partout ailleurs dans le monde industriel avancé. Si je m'étais trouvé dans un autre pays d'Europe, j'aurais étudié le cas de ce pays-là. Mais voici, j'ai vécu le Covid en Suisse, pays qui, incidemment, héberge les principales institutions internationales impliquées dans cette pandémie, depuis le World Economic Forum de Davos jusqu'à Gavi et jusqu'à l'OMS. Et il n'est pas anodin de relever, c'est très important, que toutes ces institutions se trouvent à Genève, dans un rayon de 30 minutes de marche à pied l'une de l'autre environ. Ces gens-là peuvent boire le café ensemble tous les jours. Le gouvernement suisse disposait d'un plan pandémie qui avait été minutieusement mis à jour et révisé au cours du temps. Pourtant, lors de la crise du Covid, il n'a pas tenu compte de son propre plan Covid, de son propre plan pandémie. Le ministre de la Santé, Alain Berset, s'est entouré d'une task force scientifique ou parascientifique cooptée, dont les conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique ou des fondations comme celle de Gates n'ont pas fait l'objet d'un débat public et dont le fonctionnement en soi était opaque. La dite task force, en effet, produisait ses avis qui avaient valeur d'oukase sur la base de réunions sans procès verbal. Des personnes beaucoup plus compétentes que moi tireront le bilan de cette gestion sanitaire. Je pense avant tout à mon ami Jean-Dominique Michel qui va parler demain. Je ne relèverai ici que 4 situations médiatiquement intéressantes. D'abord, la fermeture des écoles comme mesure pédagogique, ce qui est un paradoxe en soi. Donc, le 15 mars 2020, le Conseil fédéral suisse a prononcé un confinement sévère sur plus de 2 mois. Cette mesure a pratiquement paralysé la vie du pays. Tout était fermé, à l'exception des pharmacies et des commerces de première nécessité. La fermeture des écoles, en particulier, a constitué une mesure choquante et très lourde, enfermant les enfants dans des logements parfois très exigus, avec leurs parents qui souvent devaient se débrouiller pour poursuivre dans ces conditions leur télétravail. Il est inutile de dire que le semestre a été perdu pour cette génération d'écoliers, sans même parler des difficultés induites par l'enseignement à distance. Nombre d'instituteurs ont déclaré, et m'ont confié à moi personnellement, que l'enseignement à distance n'était pas de l'enseignement. Or, voici qu'au sortir de ce confinement, le monsieur Covid, Daniel Koch, le coordinateur qui avait été nommé par le gouvernement, a pris sa retraite. Au moment de quitter ses fonctions, il a été interviewé au Journal du Soir de la télévision suisse romande. Laissant comprendre qu'il avait eu certains désaccords avec les autorités politiques, M. Koch a émis cet avis stupéfiant au sujet de la fermeture des écoles. Il dit ceci: « Sur le plan épidémiologique, ce n'était pas une nécessité. Mais sur le plan de faire comprendre la situation, c'est bien qu'on l'ait fait. » Il en ressort donc qu'une décision grave du gouvernement suisse n'a pas été motivée par l'urgence sanitaire, mais par un projet pédagogique. En clair, il s'agissait d'aggraver la peur et le stress ressentis par la population afin d'induire des modifications comportementales. Cette méthode s'apparente à la 4e définition de la corruption que nous avons vue plus haut, moyen qu'on emploie pour gagner quelqu'un et le déterminer à agir contre son devoir et contre la justice. On verra des exemples plus caricaturaux, mais moins pervers, au moment de la campagne de vaccination, lorsque les autorités offriront aux vaccinés des incitations pécuniaires, un peu d'argent ou des repas gratuits. Renvoyer les enfants à la maison sans nécessité, c'est un procédé qui se loge dans la zone la plus coercitive des méthodes dites douces mobilisées pour modifier le comportement de la population. Ensuite, deuxième cas, la comptabilité truquée des morts du Covid. Ceci est un phénomène général qu'on a pu observer dans un grand nombre de pays, la tendance donc à gonfler statistiquement la létalité du Covid en lui attribuant tous les décès possibles. En un mot, les personnes mortes avec le Covid étaient considérées comme mortes du Covid. Cette aberration comptable était apparente dès les premiers jours de la pandémie dans la région de Bergame en Italie, d'où est parti le premier grand foyer en Europe. Il suffisait pour s'en rendre compte de lire les chiffres de comorbidité inclus dans les statistiques hebdomadaires du ministère de la Santé italien, ce que les médias ne faisaient pas. Nous avons été les seuls à ouvrir les statistiques italiennes et à regarder ce qu'il y avait dedans. En réalité, la comptabilité fourre-tout des décès
était l'un des moyens principaux utilisés pour hisser la mortalité du Covid au-dessus de celle de la grippe saisonnière. Le docteur John Lee, pathologiste et consultant de la santé publique britannique, avait dénoncé cet abus dès les premières semaines en Grande-Bretagne. Sa tribune avait été publiée dans un journal réputé. Elle n'a entraîné aucune révision des méthodes comptables. Nous l'avons traduite, personne n'a réagi. Il n'en allait pas autrement en Suisse, à cette différence près qu'aucun média de grand public ne s'est interrogé sur cette pratique jusqu'à ce que les autorités elles-mêmes la confessent. Le 7 janvier 2022, le président de la Confédération suisse, M. Ignacio Cassis, par ailleurs médecin, a livré dans l'émission de grand public Arena une explication effarante. Question du journaliste. Des patients dans les hôpitaux, même s'ils ont été admis pour autre chose, sont appelés patients Covid parce qu'ils ont été testés positifs. Vous n'avez pas vraiment de vue d'ensemble. Réponse. C'est normal. Quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture et qui est testé positif est compté comme un décès Covid. Président de la Suisse a dit ça. Il est ensuite précisé qu'en truquant ainsi les statistiques du Covid, les autorités suisses n'ont fait qu'appliquer une consigne de l'OMS. Cet aveu donc a été relevé par une contributrice, par un média alternatif qui s'appelle Bon pour la tête, qui en a tiré une conclusion indignée. Je cite, « Si cette affirmation est vraie et que les statistiques hospitalières sont truquées, c'est non seulement un scandale monstrueux, mais cela donnera raison à toutes celles et ceux qui méprisent le monde médical. Car aucun médecin, aucune infirmière, aucun scientifique, aucun modélisateur, aucun journaliste médical ne devrait approuver une telle façon de faire. La confiance dans les autorités sanitaires serait dès lors terriblement ébranlée. » La confiance dans les autorités sanitaires a été ébranlée en Suisse comme ailleurs, mais pour des motifs plus dramatiques que de la tricherie comptable. Quant au scandale monstrueux, il a été étouffé dans l'œuf. L'administration politique et sanitaire a passé comme chat sur braise sur cette falsification et les médias l'ont couverte d'un voile de silence. Comment contester une pratique locale, même absurde, si elle est imposée depuis tout en haut, depuis l'OMS? Troisième exemple, un Suisse parmi les faussaires de la revue de Lancet. Les médias suisses se sont montrés tout aussi pudiques face au scandale de l'étude commanditée de la revue de Lancet qui avait pour but de discréditer l'hydroxychloroquine. En réalité, la révélation des méthodes employées pour compiler cette étude a surtout discrédité la revue médicale la plus prestigieuse au monde et aussi les signataires de ce papier. Or, parmi les 4 co-auteurs figurait un professeur de cardiologie suisse, chef de service à l'hôpital universitaire de Zurich. Il s'appelle le docteur Frank Rušička. Alors qu'ils avaient littéralement sous la main l'un des responsables de cette fraude retentissante, les médias suisses ont ignoré cette affaire. En juillet 2020, nous-mêmes, moi, avons écrit une lettre au professeur Rušička avec une série de questions ayant trait à sa participation à cette fraude. Ni lui, ni son administration ne nous ont répondu. À notre connaissance, aucun média significatif de Suisse ou d'ailleurs n'a entrepris une démarche semblable, comme si la participation à une falsification scientifique de portée globale, avec des conséquences possibles sur la santé des populations, n'entraînait ni responsabilité ni interrogation. Quatrième cas suisse, une conjuration du silence. Catherine Riva et Serena Tinari sont 2 journalistes professionnelles fondatrices de la plateforme d'investigation Recheck, spécialisée dans les affaires de santé. Dès le début de la crise pandémique, elles ont été frappées par l'absence d'esprit critique des médias vis-à-vis de la narration servie par les autorités politiques et leurs consultants lors des rituelles conférences de presse du gouvernement suisse. Je cite, « Les autorités fédérales ne fournissent pas certains indicateurs qui permettraient d'analyser la situation sur les meilleures bases possibles, et malheureusement, dans la grande majorité des cas, les médias ne les leur réclament pas. » Elles se sont donc également intéressées aux méthodes de travail très particulières du Haut Conseil scientifique, la fameuse Task Force. Elles ont relevé en premier lieu que les scénarios apocalyptiques de ce think tank se sont régulièrement avérés faux, je cite,
se fondant entre autres sur la modélisation totalement erronée de l'Imperial College de Londres, je cite encore. Ces gens, constatent-elles a posteriori, je cite, se sont souvent et lourdement trompés. Elles ont cité donc une correspondance aussi avec l'un des membres éminents de cette task force qui révèle, de la part de ce consultant, une arrogance à peine croyable, mais également son refus ou son incapacité à motiver scientifiquement des décisions de la task force, en l'occurrence concernant la pertinence des tests PCR. Il n'a pas, là, les experts scientifiques du gouvernement suisse n'ont jamais pu motiver scientifiquement l'usage du test PCR, même quand on leur a explicitement demandé. Tout au long de cette crise et jusqu'à ce jour, les lacunes scientifiques, les opacités, les conflits d'intérêts des autorités sanitaires et de leurs conseillers constituaient un matériau de premier ordre pour l'enquête, l'analyse et la dénonciation journalistique. Dans les faits, tout au moins dans le domaine francophone, seuls les altermédias, comme l'Antipresse ou Bon pour la tête, et les chercheurs indépendants, comme une fois de plus Jean-Dominique Michel, ont fait ce travail. La montée régulière de leur audience montre que ces sources comblaient une lacune béante des médias traditionnels. Ceux-ci ne sont sortis de leur arrogante unanimité dans le déni qu'en de très rares cas, comme cet aveu surprenant contenu dans un tweet du 31 janvier 2022. Je cite, « Il y a des moments où je comprends les critiques faites aux médias. Nous avons toujours relayé les scénarios les plus catastrophistes de la task force scientifique en occultant les autres parce qu'il nous fallait un titre qui fasse vendre. C'est triste. » Fin de citation. L'auteur de ce tweet, correspondant au palais fédéral, au gouvernement, donc, du journal de référence Le Temps, est bien l'un des principaux responsables de cette occultation et de cette tristesse. Sa confession, probablement opportuniste, parce qu'elle survenait à la veille d'une votation sur le subventionnement des médias privés par le contribuable, n'a encore une fois donné lieu à aucune révision de la couverture médiatique du Covid, ni dans son journal, ni ailleurs. Il ne s'est rien passé. Donc, à partir de ces exemples suisses, j'essaie de comprendre comment on en arrive à accepter, avec une telle impassibilité, une telle montagne de mensonges et de falsifications. La Suisse, comme je l'ai dit, n'est qu'un microcosme reflétant le macrocosme de la corruption médiatique globale attisée par la crise du Covid. Nous avons tous vu passer sur les réseaux sociaux cette devinette. Comment vous protéger du Covid? Réponse, éteignez la télévision. De fait, la contribution des médias au maintien d'un climat de peur et donc d'obéissance face à une épidémie dont la mortalité aurait pu être noyée dans les risques ordinaires de l'existence aura été d'une importance essentielle. Le façonnement de l'opinion lors de cette plongée dans la dystopie ne se limitait pas à construire un narratif anxiogène, dominant, mais également, et peut-être surtout, à étouffer les interrogations susceptibles de le mettre en doute. À cet effet, on a généralisé le procédé de discrédit inauguré dans les médias américains après l'assassinat du président Kennedy, à savoir l'accusation de complotisme. C'est ainsi qu'on a bloqué tout débat d'envergure sur les questions essentielles suscitées par la pandémie, l'origine du virus, la létalité réelle de la maladie, l'inopportunité des mesures prises pour la combattre, la déshumanisation du système de santé, l'inefficacité, voire la nocivité des vaccins, la corruption systémique du monde médiatico-politique par l'industrie pharmaceutique, la transformation économique et sociétale mise en œuvre à la faveur de la pandémie, donc la stratégie du choc et du Great Reset. Sur chacun de ces 7 sujets, le temps et les recherches, voire les aveux volontaires ou involontaires des protagonistes eux-mêmes, ont fini par donner raison aux soi-disant complotistes. Plus exactement aux scientifiques et analystes de haut niveau, dénoncés comme tels, et noyés dans une cacophonie d'interprétations délirantes et de vraies théories du complot. Nous reviendrons plus loin sur cette technique délibérée qui a permis cette disqualification. Au temps de la guerre civile en ex-Yougoslavie, le journaliste français Jacques Merlino, alors directeur des informations à France 2, avait été frappé par l'ampleur de la distorsion médiatique du conflit.
Il a mené sa propre enquête, publiée sous le titre « Les vérités yougoslaves ne sont pas toutes bonnes à dire ». Il a mené sa propre enquête, donc, au moyen notamment d'une interview réalisée avec le directeur de la principale agence de relations publiques travaillant pour un des camps au conflit, le camp des musulmans bosniaques. Merlino avait donc démontré à la fois l'importance du narratif dans la perception de la guerre et de ses responsabilités, et le peu d'importance que tenait dans cette information la réalité des faits. L'opération consistait à inspirer une grille de lecture du conflit simplifiée à certains groupes influents, en l'occurrence, dans le cas de la guerre en ex-Yougoslavie, l'élite de la communauté juive d'Amérique, et à se tenir à ce récit quoi qu'il arrive, pour retourner cette communauté en faveur d'un camp qui était jusqu'alors perçu comme hostile, puisque c'était le camp des fondamentalistes musulmans, et faire passer pour des nazis les camarades de camps de concentration et d'infortune des survivants de l'Holocauste, qui étaient les Serbes, il avait suffi d'un secrétariat et d'un fax. Il n'y avait pas encore de mail à l'époque. Aucun démenti venu du terrain ne parvenait à ébranler une narration bien ficelée. Il n'en reste pas moins que ces manipulations nécessitent, pour être efficaces, un terrain favorable, ou pour employer une métaphore virologique, des organismes à l'immunité intellectuelle très diminuée. Un public pourvu de bon sens et de réflexes critiques n'aurait tout simplement pas mordu à des appâts aussi grossiers. Leur réussite auprès d'un public éduqué, comme auprès des masses, montre une déperdition à grande échelle de tout ce que le grand philosophe Blaise Pascal rangeait sous la catégorie de l'esprit de finesse, par opposition à l'esprit de géométrie. Je veux parler du sens des proportions et de la vraisemblance. L'aversion innée de l'être humain pour le simulacre. La juste évaluation des ordres de grandeur, la proportion. La conscience du contexte humain et psychologique des théorèmes scientifiques. Bref, de toutes ces vertus ineffables de l'esprit humain que l'intelligence dite artificielle n'est jamais parvenue à copier. C'est cette évidence qui m'a poussé d'emblée à laisser le débat sanitaire et épidémiologique aux spécialistes de la question et à m'intéresser au paysage mental qui rendait de telles dérives possibles. C'est pourquoi je me suis intéressé au rôle de la pensée technologique et de la corruption de l'intelligence humaine à l'ère de la robotisation. La deuxième moitié du XXe siècle a vu à la fois l'émergence de la cybernétique, science du contrôle et de la communication, et un perfectionnement des études en matière de psychologie des masses. Une lecture des décisions en apparence les plus loufoques en matière de gestion du Covid, à la lumière de ces connaissances, permet à tout le moins de contextualiser l'absurde. Comme l'avait illustré le grand sociologue américain Theodore Roszak dans son livre prémonitoire sur la secte informatique, The Cult of Information, l'irruption de la pensée binaire tend à réduire le comportement humain à un ensemble de réflexes simplifiés et programmables. Dans son essai sur l'usage humain des êtres humains, c'est le titre de l'essai, l'usage humain des êtres humains, Norbert Wiener, le père de la cybernétique, posait déjà les bases de cette utopie scientiste et déjà transhumaniste. Je cite, « Ne peut-on pas imaginer une machine pour collecter tel ou tel type d'informations, comme par exemple des informations sur la production et le marché, puis pour déterminer en fonction de la psychologie moyenne des êtres humains et des quantités qu'il est possible de mesurer dans un cas déterminé, quelle serait l'évolution la plus probable de la situation? Ne peut-on même pas concevoir un appareil d'État couvrant tous les systèmes de décision politique? On peut rêver du temps où la machine à gouverner pourrait venir suppléer, en bien ou en mal, à l'insuffisance actuelle évidente du cerveau lorsque celui-ci est concerné par la machinerie habituelle de la politique. À la lumière d'une expérience personnelle très intrigante, je reviens à mon propre cas, la psychose collective qui s'était emparée de la Serbie, d'où je suis originaire, lors de l'inoffensive éclipse de soleil du 9 août 1999, alors même que ce pays, donc
j'explique un petit peu. En 1999, la Serbie a été bombardée, ravagée par l'OTAN pendant 78 jours. Ici, en Occident, on a filtré cette information. Le public était à peine au courant de tout ça. Mais bon, cette guerre s'est terminée en juin 1999 et en août 1999, tout le monde a vu une éclipse de soleil, le 9 août. Et il se trouve que, alors que dans toute l'Europe, tout le monde a pris cette éclipse comme on prend les éclipses, on va dehors puis on regarde ce qui se passe, en Serbie, tout le monde était caché dans les caves des maisons parce que les médias du pays avaient fait circuler la rumeur que la lumière noire du soleil ou les radiations invisibles allaient vous brûler les yeux si vous restez dehors. Et j'ai des photos, j'étais dans les rues de Belgrade, dans la plus grande avenue, immense, à midi ce jour-là, avec ma fille de 4 ans. On était les deux tout seuls, dans la rue, complètement déserte, sans passants, sans voiture. Tout le monde avait cru. Et on m'a dit, tu es fou, mais tu ne peux pas sortir, tu es fou. Tout le monde a cru. Alors que cette même population, 2 mois plus tôt, quand il y avait les bombes qui tombaient, eh ben, ils se versaient un verre de vin, puis ils écoutaient où ça allait tomber. Mais littéralement, ils n'allaient même pas dans les abris. Et cette expérience personnelle m'a poussé depuis 20 ans à étudier ces comportements. Donc, j'ai exploré les mécanismes du biais cognitif et fini par trouver une description très fidèle de l'hallucination covidienne dans un traité classique de psychologie des masses, Les 2 vitesses de la pensée du prix Nobel Daniel Kahneman. Kahneman y décrit d'abord un réflexe de l'esprit humain qui constitue une porte d'entrée royale pour la propagande et pour l'endoctrinement. La disponibilité mentale, mise en évidence par son collègue Paul Slovic, qui, avec son équipe, avait montré que notre démarche heuristique, donc notre acquisition de connaissances, était bien davantage influencée par la disponibilité des éléments d'information dans notre mémoire et notre conscience que par leur fiabilité ou leur véracité. Donc, plus ça tourne dans votre tête, plus c'est facile d'accès, plus vous y croyez, même si, en fait, vous n'y croyez pas. La fluency, la fluency ou l'aisance d'accès des informations est donc l'élément clé de la construction des certitudes ordinaires. On attribue au docteur Goebbels la traduction opérationnelle de ce principe dans la formule restée célèbre « Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité ». C'est un autre psychologue américain qui a intégré ce mécanisme heuristique dans les phénomènes d'hallucination médiatique collective. La cascade de disponibilité décrit ces emballements où des événements au départ anodins finissent par occuper tout l'horizon de la conscience collective. Je cite le résumé qu'en donne Kahneman. Dans certains cas, la couverture médiatique d'un risque captive un segment du public qui devient alors agité et inquiet. Cette réaction émotionnelle devient ensuite un sujet en soi qui sera à son tour abordé par les médias. L'inquiétude ne fait que décupler et les esprits s'échauffent encore davantage. Parfois, le cercle vicieux est même délibérément créé par des agents de disponibilité, ces personnes ou ces organisations qui veillent à la circulation ininterrompue de nouvelles inquiétantes. Le risque est de plus en plus exagéré au fur et à mesure que les médias se disputent l'attention du public au moyen de titres accrocheurs. Vous vous rappelez le tweet du journaliste suisse que j'ai cité tout à l'heure? Nous avons raconté n'importe quoi parce que ça faisait vendre. Couronnement de la manœuvre, l'inquiétude se mue en dogme et développe son idéologie propre. Il s'ensuit nécessairement la purge des hérétiques et l'entrée en transe idéologique. Je cite de nouveau. Le discours des scientifiques et de ceux qui tentent de dissiper les craintes et la révulsion grandissante suscite peu d'intérêt, mais beaucoup d'hostilité. Quiconque ose affirmer que le risque est surévalué est soupçonné d'être affilié à un complot odieux. La cascade de disponibilité a remis à zéro les priorités. Les autres risques et les autres manières de distribuer les ressources publiques sont passés à l'arrière-plan. Ça nous dit quelque chose au sujet de ce qui nous est arrivé en 2020, n'est-ce pas? Alors que cette description date de 20 ans plus tôt.
Ce qui est décrit sous cette notion de cascade de disponibilité n'est autre que la dérive totalitaire. Et cela nous rappelle que le totalitarisme n'est pas concevable sans l'appareil médiatique. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la personnalité du chercheur qui a mis en évidence ce phénomène de la cascade de disponibilité. Il s'appelle Cass Sunstein. De manière significative, Kahneman mentionne dans son livre une divergence entre Cass Sunstein et Paul Slovic, donc deux psychologues, l'un est plutôt un juriste, l'autre est un psychologue, sur la capacité de jugement des masses et celle des experts dans les situations de danger. Alors que Sunstein défend l'idée que les pulsions des masses doivent être encadrées par des experts éclairés, Paul Slovic, qui a beaucoup plus d'expérience du terrain, soutient que le public, je cite, a une conception plus affinée du risque que les experts. Il conteste donc l'idée que les experts doivent diriger ou que leurs opinions doivent être acceptées sans conteste lorsqu'elles entrent en conflit avec les opinions et les souhaits des autres citoyens. Cette polémique entre expertocrates et démocrates recouvre en réalité la confrontation de deux visions de la société et de l'humain qui trouvera son expression la plus spectaculaire en 2016 dans la confrontation entre le populisme conservateur de Trump et la bobocratie woke du Parti démocrate. Ce n'est pas le lieu ici de s'appesantir sur cet aspect très politique des choses, mais il est utile de rappeler que les États démocrates bleus et les États républicains rouges aux États-Unis ont eu des manières radicalement opposées d'aborder la gestion du Covid. Et les États démocrates se distinguant par des mesures plus extrémistes, plus totalitaires et par des violations plus graves des libertés fondamentales. Est-ce donc un hasard si le théoricien de la cascade de disponibilité, donc Cass Sunstein, est ce même homme qui s'est distingué par une imagination machiavélienne dans la lutte contre la dissidence informationnelle à l'origine liée aux enquêtes sur les attentats du 11 septembre. Loin de se limiter à un rôle d'observateur et d'analyste, le professeur de droit Cass Sunstein a transformé ses connaissances scientifiques en un véritable art martial de la manipulation médiatique. En 2008, ce conseiller influent du président Obama a proposé à son administration une stratégie, je cite, « d'infiltration cognitive visant à discréditer les milieux dissidents en injectant dans leur communication des messages extrémistes et mettant en évidence ces excès dans les médias. » C'est ainsi que la contestation des thèses officielles sur le 11 septembre, souvent rationnellement fondée, cette contestation, s'est trouvée débordée par des thèses loufoques et bizarres, affirmant par exemple qu'aucun avion n'avait jamais frappé les tours de Manhattan et que le public avait été trompé par des hologrammes. Et tous ces covido-sceptiques tous les covido-sceptiques, les sceptiques du Covid, qui ont pris part à des initiatives collectives, ont vécu cette même expérience de se trouver soudain submergés et compromis par des hypothèses et des explications à dormir debout. C'est un fait totalement ignoré du grand public que l'infiltration cognitive de l'opposition intellectuelle ne résulte pas seulement d'un bouillonnement spontané de la dissidence, mais qu'elle procède d'un projet délibéré de brouillage et de pollution du débat qui avait été élaboré sous le président Obama. Procédé que les bots et les trolls professionnels des réseaux sociaux pousseront jusqu'à la saturation, comme on le voit ces temps-ci. Toute la polémique, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais qui est très importante. Toute la polémique autour du rachat de Twitter par Elon Musk pour 43 milliards de dollars tourne autour d'un seul fait. C'est le soupçon qu'une grande partie des comptes sur Twitter sont des bots, des comptes non humains programmés pour diffuser une certaine information. La plupart de ces bots, il y a des études très précises, et il y a même un manuel de manipulation fait par les services spéciaux britanniques et américains qui explique l'utilisation de ces bots. Ce sont des agents d'infiltration cognitive. Encore mieux, est-ce encore un hasard si le même expert des guerres informationnelles, Cass Sunstein, a été engagé par l'Organisation mondiale de la santé en 2020
non pas pour limiter la corruption médiatique liée au Covid, mais au contraire, afin de la recadrer dans la bonne direction, afin de, je cite, sauver des vies en modifiant des comportements. Grand mandarin universitaire, le théoricien de la cascade de disponibilité et sculpteur de l'irrationnel médiatisé, est un éminent représentant de la supra-société américaine dans sa version mondialiste. Il est aussi, notons-le en passant, l'époux de Samantha Power, qui fut ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies sous la deuxième présidence Obama et qui administre désormais l'Agence américaine pour le développement international. Nous ne sommes pas ici dans les marges du pouvoir, nous sommes au cœur du pouvoir. Et ce pouvoir, comme on l'a vu dans nombre d'autres cas, s'appuie sur la maîtrise du discours médiatique à usage intérieur comme dans l'ère globale. La corruption des médias adossés au pouvoir est une chose, mais la corruption du pouvoir adossé aux médias est une constellation d'une toute autre magnitude. Peut-être serons-nous ébahis de découvrir, un jour, que l'unanimisme grégaire des médias, la standardisation de leur parti pris, le nivellement de leur langage et la disparition de leur distanciation culturelle et de leur esprit critique procédaient d'une homogénéisation et d'une intégration consciente et systématique, comme dans l'État orwellien ou zinovievien de parti unique et de contrôle idéologique absolu. Nous retombons ici sur les deux premières définitions de la corruption évoquées tout au début. La première, c'est rupture d'un ensemble, altération en général. Et cela décrit l'altération profonde et peut-être irrémédiable des médias par rapport à leur rôle premier, ou plutôt à la mission éthique que la société démocratique moderne a cru devoir leur assigner. Aboutissant aujourd'hui, sous nos yeux, à la deuxième acception du terme de corruption, la plus organique, décomposition putride. Il est difficile de décrire autrement une société plus sensible aux illusions narratives qu'elle a tissées à son propre sujet et au sujet de la réalité qu'à la réalité elle-même. Cet apogée du pouvoir des médias annonce aussi leur chute. Les indices de confiance en baisse constante n'en sont pas, et de loin, le seul indicateur. L'information de masse n'est plus de l'information, mais une liturgie du néant dans laquelle la communion est impossible à moins qu'on ait l'esprit parfaitement vide ou endormi. Or, de plus en plus d'humains refusent d'entrer dans cette communion. La vérité, on le sait, est une quand le mensonge a de multiples visages. Une information fondée sur la quête de la vérité rassemble les gens, alors qu'une information fondée sur la quête de contrôle et d'influence divise. Nous sommes déjà entrés dans un monde post-médiatique où une société jadis homogène a fait place à des féodalités narratives, les unes majoritaires assises sur l'utilitarisme et le contrôle, et les autres minoritaires fondées sur la quête du vrai. Aujourd'hui déjà, les camps sont retranchés, les ponts sont levés, et la communication entre ces mondes est pratiquement inexistante. Mais cette opposition se traduira par une lutte à mort jusqu'à ce qu'un principe impérieux de réalité ou de raison s'impose par-delà les tranchées, par exemple l'effondrement économique. Je vous remercie.